Notre objet ce soir, ce sont les théories du complot. Et puis alors j'ai mis un sous-titre, les théories du complot, pourquoi y croit-on? Alors, je vais choisir un point de départ qui va nous inviter à voyager un petit peu dans le temps. Parce qu'on pourrait avoir le sentiment au premier abord que les théories du complot, c'est lié à Internet et que ce sont les réseaux sociaux qui, d'une certaine manière, auraient comme ça créé les théories du complot. D'ailleurs, on n'en a jamais autant parlé que depuis qu'Internet s'est développé, depuis que les réseaux sociaux existent, depuis que ce nouvel instrument de communication s'est développé. Alors, je vous invite à faire un tout petit voyage dans le temps et à remonter de quelques siècles. À partir du XVe siècle, donc à partir de la Renaissance. Je vais vous parler de quelque chose qui relève de la modernité. La modernité, c'est pas le monde contemporain. Il y a des choses contemporaines qui ne sont pas modernes. La modernité, c'est la rupture d'avec une tradition qui remonte à ce qu'on a coutume d'appeler les anciens. Vous voyez, les anciens, pour simplifier, les philosophes gréco-latins, ce sont les anciens. Et la modernité, c'est un courant de pensée qui, à partir de la Renaissance, va mettre en question la tradition philosophique qui remonte aux anciens. Par exemple, dans le domaine des sciences, la modernité, c'est Copernic. Vous voyez, Copernic, c'est une rupture par rapport à une certaine conception du monde. Donc la modernité, c'est pas aujourd'hui. La modernité, c'est ce moment de rupture avec une tradition qui remonte très très loin dans le passé, qui remonte aux anciens. Et on peut considérer que dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, dans le domaine philosophique, la modernité commence en ce sens-là avec la Renaissance. La Renaissance, c'est un moment de modernité. On invente un nouveau monde, une nouvelle manière de concevoir le monde. Donc la Renaissance, allez, on va situer ça au XVe siècle, en Italie, XVIe siècle en France, donc 15-16e siècle. Alors, entendons-nous bien, on est au XXIe siècle, si on se fixe au XVIe, ça nous fait 5 siècles. C'est pas très ancien, en fait. Un siècle, c'est 4 générations. Vous voyez, donc 5 siècles, c'est 20 générations. Non, mais je prends 20 personnes. Si chaque personne symbolise une génération, à la 20e, j'ai parcouru 5 siècles. Si j'en mets 80, j'ai fait 2000 ans. Ça va vite. Ça très très vite, en fait, les choses. Vous voyez, qu'en sera-t-il du monde que nous connaissons dans 5 siècles? C'est-à-dire dans 20 générations. Moi, mon fils, mon petit-fils ou ma petite-fille m'ont été. Ça va vite, et hop. Donc, alors, j'insiste un peu là-dessus pour que vous ayez conscience que je vais vous parler de quelque chose de à la fois un peu ancien, si l'on veut, à l'échelle de notre existence, mais finalement très récent à l'échelle d'une civilisation. C'est-à-dire, je vous parlais d'un moment qui est celui de la Renaissance, où les arts connaissent un renouveau. Vous voyez, on voit apparaître la perspective dans la peinture italienne, ce qui annonce la science, puisque la perspective ne dit pas simplement le point de vue de l'homme face à la nature, c'est pas vrai. La perspective, ça montre d'abord un espace géométrique, c'est surtout ça. Et donc, d'une certaine manière, on peut considérer que les grands peintres italiens, les grands maîtres italiens, ont inventé un espace géométrique. Ils ont inventé la science, à leur manière. Donc, c'est notre monde. Vous voyez, vous regardez une toile d'un grand maître italien, c'est notre monde. Vous envisagez la physique de Copernic, qui est un peu plus tardive, mais c'est notre monde. Enfin, tout ça, c'est notre monde. Un peu plus récente, j'ai plus tardive, un peu plus récente par rapport à nous. Bon, eh bien, écoutez, 15e siècle, puis au 16e siècle, donc dans ce moment de modernité, s'est produit quelque chose d'incroyable. C'est une chasse aux sorcières. Parce que quand on parle de chasse aux sorcières, on va penser au Moyen-Âge. Non, au Moyen-Âge, il n'y a pas de chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, c'est le monde moderne. Alors la chasse aux sorcières, en Europe, alors les historiens nous disent, c'est, allez, 60 000 morts, essentiellement des femmes, à peu près 3 femmes pour un homme, à peu près. Les sorciers, les sorcières, bon, on estime 60 000 personnes dans la période de la modernité, au moment où apparaît l'art moderne, au moment où apparaît la science moderne, au moment où apparaissent déjà des conceptions de l'État moderne. Ça y est, ça commence. Les idées commencent à se développer. À ce moment-là, on voit en Europe se développer une chasse aux sorcières qui fait des dizaines de milliers de victimes, dans une violence absolument incroyable. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que si vous regardez le type de pensée qui était à l'œuvre dans cette chasse aux sorcières, bon, d'abord, on soutenait que ces sorcières se réunissaient la nuit dans des lieux au fin fond des forêts pour produire des choses démoniaques. Vous voyez, on appelait ça le sabbat. Enfin, on appelait ça sabbat parce que
Disons qu'il y avait une espèce de tentation antisémite en passant. Et le sabbat, bon, sabbat. Et donc, on parlait de ça. Vous voyez, ces sorcières, ces sorciers étaient, croyait-on, des adeptes qui allaient se réunir dans les forêts sombres, obscures, pour aller pratiquer des rituels sataniques, etc. Autrement dit, vous aviez déjà là un événement qui, très précisément, est une fake news. C'est parti de là. Il y avait des fake news. Il y a des gens, la nuit, qui se réunissent dans des forêts et qui pratiquent des rituels. Puis alors, ces fake news, elles ont circulé beaucoup en Europe. Parce qu'on est dans la modernité, et qu'avec la modernité est apparue l'imprimerie. Et donc, l'imprimerie a permis une circulation beaucoup plus grande de textes, une circulation beaucoup plus facile d'idées. Et alors, on pourrait se dire que les idées qui ont circulé immédiatement, c'était les idées des philosophes, c'était... Non, oui, aussi. Non, ce qui circule dans les écrits, c'est aussi des écrits qui font circuler des fake news. Vous voyez, ça circule tout de suite. Donc, vous avez la fake news et vous avez la circulation de la rumeur, et vous obtenez, mais vraiment très précisément, tous les éléments d'une théorie du complot. Il y a un complot. C'est le complot des sorciers et des sorcières. Et il y a un maître du complot. Le diable en personne. C'est lui qui organise tout. Alors on ne le voit pas, mais il est là. On ne les voit pas, mais elles sont là, ils sont là. Et c'est parti. Et on chasse. On cherche. Et évidemment, quiconque niera l'existence de ces sorciers ou de ces sorcières apparaîtra comme un sorcier ou une sorcière. Il n'est plus question une seconde d'envisager la moindre critique à l'égard de cette théorie. Impossible. D'ailleurs, c'est assez frappant de voir que même les philosophes du XVIIe siècle n'écrivent pas là-dessus. Descartes, il n'y a pas de texte de Descartes sur la chasse aux sorcières. Vous voyez ? Alors, il faut dire que... Alors, c'est assez étonnant parce qu'on voit d'ailleurs que ce qui freine un peu la théorie du complot ici, c'est plutôt les structures politiques. Vous voyez, un État comme la France, qui déjà est un État centralisé au XVIIe siècle, c'est le grand siècle, le siècle de Louis XIV, résiste plutôt un peu mieux que d'autres États beaucoup plus décentralisés, un peu mieux. Et puis Louis XIV va dépénaliser la sorcellerie, d'ailleurs. Il y avait d'autres chats à fouetter, il y avait d'autres problèmes. Bon. Mais, vous voyez, vous retrouvez là tous les ingrédients, tous les éléments d'une véritable théorie du complot, et pourtant, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Internet. Et il n'y a pas encore institué, d'ailleurs, dans les esprits, la science. Vous voyez, la science elle-même, elle est balbutiante, elle est naissante, puisque j'évoque la Renaissance ici, comme ce moment de modernité qui va annoncer notre monde. Vous savez, il en germe, il apparaît là, il commence, le soleil de la science commence à se lever, là, à l'horizon. Enfin, dans les esprits, ce qui règne, c'est encore un monde très profondément imprégné de religiosité, de superstition, etc. Donc, bon... Les théories du complot, si on veut bien les penser, déjà, il faut se mettre un peu à distance de ce que nous vivons, pour bien comprendre comment elles fonctionnent. Parce que si on se dit qu'elles sont propres à notre société, et si on ajoute à ça qu'elles sont propres au fait qu'Internet facilite la circulation des informations, on a trouvé la raison. J'ai trouvé, c'est les réseaux sociaux. Eh ben voilà, supprimons les réseaux sociaux, contrôlons Internet, censurons tout ce qui circule sur Internet et nous serons enfin libérés des théories du complot. Alors moi, je vous invite à réfléchir à ceci, que c'est certainement plus compliqué. C'est plus compliqué de se débarrasser de ça. Parce que regardez comment ça marche. On va rester d'abord sur la figure de la chasse aux sorcières. On va commencer, puis après on va revenir à notre monde. Puis vous allez voir. Regardons d'un peu plus près le type de pensée qui est à l'œuvre là. Donc, au moment de la chasse aux sorcières, vous avez donc l'analogue de ce qu'on appelle aujourd'hui une théorie du complot. D'accord ? Il y a un complot, le complot des sorcières et des sorciers, et ce complot-là est ourdi par des gens qu'on ne voit pas, qui sont tapis dans l'ombre, enfin qu'on ne voit pas, que personne ne voit, sauf celui ou celle qui est adepte de cette théorie, qui lui ou elle est capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et oui, lui ou elle sait. Et mieux que tout le monde, mieux même que les institutions, mieux même que l'Église, parce que contrairement à une idée reçue, souvent on confond, vous voyez, l'Inquisition et la chasse aux sorcières. Même si, au moment de la chasse aux sorcières, l'Église a repris des fonctionnements qui étaient ceux de l'Inquisition, en réalité, l'institution religieuse plutôt était du côté de ce qui freinait. Chasse aux sorcières, c'était le peuple, c'était les gens simples. C'est dans les chaumières que ça circulait. La sorcière, c'était la voisine, la cousine.
La dame qui était passée la dernière fois et après qui, comme par hasard, avait surgi une maladie. Vous voyez? C'était à côté, ça pouvait surgir à tout moment. Alors, c'était plutôt une femme et il y avait des hommes aussi. Hein. Je dis la proportion, un homme, 3 femmes. Enfin, quand même, vous voyez bien, plutôt des femmes. Il y avait toujours une raison apparente du côté de celui ou de celle qui était partisan de cette théorie. C'était toujours quelque chose qui était de l'ordre du trop. Vous voyez, c'était trop. Elle est trop belle, ou elle est trop laide, ou elle est trop jeune, ou elle est trop vieille. Enfin, il y avait une disproportion. Quelque chose qui n'entrait pas dans la norme. Quelque chose qui n'était pas immédiatement admissible. Et alors, le partisan ou la partisane de la théorie du complot était dès lors immédiatement convaincu que ce trop apparent était la confirmation de la réalité du complot. Ça y est, j'ai la preuve. J'en avais bien quelques idées, enfin, on m'avait dit la chose. Bien sûr, mais là, ça y est, là maintenant, je le vois. C'est clair, tout est clair, je vois. Cette fois-ci, je vois. Alors, évidemment, si la personne se défend, le simple fait qu'elle se défende vient confirmer la vérité de la théorie. Plus, d'ailleurs, elle apparaîtra innocente, plus il y a de chances qu'elle soit coupable. Puisque c'est un complot. Puisque c'est ourdi dans l'ombre. Puisque moi, qui vois, je sais aller au-delà de l'apparence pour percevoir la structure de ce qui se passe devant moi. Alors tout ce qu'on me montrera et qui viendra démontrer que j'ai tort, confirmera que j'ai raison. Et évidemment. D'ailleurs, cette jeune fille trop belle, ou cette dame âgée trop laide, ou trop belle aussi, ou cette jeune fille trop laide, ou trop quelque chose, qu'on la torture un peu, elle finira par admettre qu'on avait raison. D'ailleurs, le fonctionnement était le suivant, c'est-à-dire il s'agissait de torturer la personne, et pour alléger ses douleurs, il fallait qu'elle dénonce quelqu'un. Puis la personne dénoncée passait à son tour à la question, jusqu'à ce qu'elle dénonce quelqu'un, etc. Et donc, assez rapidement, dans le village, lorsque on avait jeté sur le bûcher 3, 4, 5 femmes, 1 ou 2 sorciers, bon, il fallait bien qu'on arrête, parce que c'est la démographie même du village qui risquait d'être en danger, en péril. Mais bon, on passait au village d'à côté. Vous voyez, 60 000 morts, hein, dans une population de l'époque. Hein. Bon, pour un ordre d'idée, pour voir que c'est très important hein, en quantité. Hein. C'est très important. Si les démographes nous disent que la population humaine, il y a 20 siècles, ça devait être à peu près 200 millions d'habitants, vous voyez, sur la Terre. On est 8 milliards, oui, donc là on est au XVe siècle. On peut imaginer qu'on avait des populations très faibles, encore au regard de ce que nous connaissons. Donc vous commencez peut-être à voir que ce complot-là que j'évoque là, cette théorie que je vois, repose sur l'idée que ce que l'on affirme est toujours confirmé. Ce que l'on affirme ne peut pas être réfuté. C'est vrai. C'est absolument vrai. Et toute tentative de réfutation de ce qui apparaît comme une vérité, toute tentative de réfutation est en réalité une confirmation de cette vérité. Je vais prendre une image qui indique le mode de fonctionnement. C'est un peu comme la jalousie, vous voyez. Imaginez cet homme qui subit une passion absolument terrifiante, qui emprisonne son âme. La jalousie. Le poison de la jalousie a envahi son âme. Comme dans Othello, vous savez. Elle va mourir, hein. C'est sûr. C'est fait. Tout ce qui adviendra viendra confirmer ses doutes. Toujours. D'ailleurs, cet homme mu par la passion, qui empoisonne son esprit, qui étreint son esprit, ce poison amer, là, qui fait que tout le réel est orienté vers ce qui vient confirmer sa passion, cet homme-là, s'il rentre à l'improviste chez lui et que son épouse est en train de discuter avec le voisin, il a la confirmation. C'est l'amant, c'est sûr. Et qu'elle ne se défende pas. Hein. Qu'il ne dise pas le contraire. Car alors, la preuve sera faite qu'elle est coupable. Alors évidemment, il peut très bien rentrer chez elle, mais rentrant chez elle, il peut la trouver en train de lire un livre tranquillement. Ah, comme par hasard. À chaque fois que j'arrive, il n'y a jamais personne. Vous avez compris? Rien ne pourra jamais réfuter la certitude qui a pris son âme. C'est un piège. Une fois qu'on est rentré, il n'y a pas de porte de sortie. Bon.
Vous avez l'indice d'un immense problème. S'il y avait une solution pour sortir de ça, ça se saurait. L'art consiste d'abord à ne pas y entrer. Parce qu'une fois qu'on est pris, pour s'en dépêtrer, c'est très compliqué. C'est comme une secte. Une fois qu'on est pris, c'est très compliqué. Le gourou a dit, quand tu rentreras chez toi, on te dira que tu avais tort de venir chez moi. Tout ce que vous direz contre la secte viendra confirmer la vérité de ce qu'elle dit. Plus vous lutterez contre elle, plus vous la renforcerez. Je prends l'exemple d'une secte, mais je pourrais prendre l'exemple d'un parti politique totalitaire, qui repose toujours sur une théorie du complot. Il y a un complot. Il est là. Toute opposition politique confirmera la réalité de ce complot. Donc, dans un système politique de ce type-là, il n'y a pas d'opposition possible. C'est la raison pour laquelle, très précisément, c'est totalitaire. S'il réussit, ça confirmera qu'il avait raison. S'il perd, ça confirmera qu'il avait raison. Et tous ces adeptes verront, dans l'échec comme dans le succès, la confirmation de la vérité de ce qu'il dit. Vous voyez, c'est ça une pensée totalitaire. Une fois qu'on est entré, il y a une porte d'entrée, hein, mais il n'y a pas de porte de sortie. Enfin, il y en a toujours une, heureusement. C'est étendu. Enfin, la porte de sortie, vous avez compris qu'elle ne peut venir que de l'intérieur. Elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas de l'extérieur. D'ailleurs, toute intervention extérieure viendra toujours confirmer la vérité, du point de vue de celui qui a pris hein, dans la théorie, viendra confirmer la vérité de ce qu'il dit. Ben, si on vient à la chasse aux sorcières, vous avez bien vu le système. Hein. Si je viens essayer de défendre cette pauvre femme, immédiatement, je deviens le sorcier. Vous voyez, donc, il n'y a plus rien à dire. C'est fini. On pratiquait l'ordalie à l'époque. Alors l'ordalie, c'est un mode de justice, vous savez, qui suit une procédure, et on cherche, par un jugement de Dieu, la confirmation, ou, croit-on, l'infirmation de ce qu'on tient pour vrai. Alors, je ne sais pas, vous prenez une sorcière, je sais pas, vous lui mettez 10 kilos de plomb attachés aux pieds, vous l'achetez dans la rivière. Voilà. Puis, si elle est innocente, Dieu la sauvera. Donc, elle est morte. Ça prouve qu'elle était coupable. On peut imaginer d'autres modalités de l'ordalie. Hein. Je la jette sur le bûcher. Bon, si elle est innocente, Dieu la sauvera. Elle est morte. Donc, elle était coupable. Donc, dans le doute, on peut jeter beaucoup de gens au feu. Parce que de toute façon, la preuve sera faite. Bon, j'insiste hein, pour que vous sentiez la structure de pensée que je suis en train d'évoquer. D'ailleurs, ce qui est absolument fascinant d'ailleurs dans ces théories-là, c'est que, en fait, le partisan complotiste de la théorie du complot, le complotiste, a une structure de pensée, si on devait transposer ça dans le domaine psychiatrique, c'est une structure de pensée paranoïaque, en fait. Vous voyez ? La paranoïa, c'est exactement ça. C'est très précisément ça. Hein. Para, étymologiquement, hein, noia, ça vient d'un mot grec qui veut dire esprit. Para, à côté ou contre. Vous voyez, la paranoïa, c'est ce qui s'oppose ou c'est qui est à côté de l'esprit. Bon, la paranoïa, c'est le propre de celui ou celle qui a perdu la raison. En grec, paranoïa, c'est synonyme de folie. Mais je dis, je transpose ça sur le plan psychiatrique, mais je ne suis pas psychiatre, hein, mais la structure mentale paranoïaque, elle est dans ce que je dis, indépendamment même des causes physiologiques ou je ne sais pas quoi, c'est pas mon domaine, mais la structure est bien là. Vous voyez, la structure de pensée paranoïaque a ceci absolument incroyable, c'est que, d'abord, elle exclut, vous avez compris, toute dimension du doute. Il n'y a pas de doute, puisque tout est toujours vérifié. Vous voyez, donc tout est vrai, enfin tout ce qui est affirmé, c'est vrai, tout est clair, tout est, vous voyez, la pensée paranoïaque prétend considérer l'autre comme un être totalement transparent. Tu es transparent, je sais ce qui se passe dans ton âme. Pour ça, je parlais du mari jaloux tout à l'heure. Pour lui, cette femme est transparente, et il n'y a aucune zone d'ombre. Il sait tout, il voit tout. C'est pour ça, non mais là, j'insiste un peu. Vous voyez, là, il faut, si jamais, il faut partir très vite, très loin, très vite, très loin. Ça finira mal, c'est sûr. Non mais c'est sûr. Ce type de pensée-là, ça débouche sur la violence. Il y a toujours un moment donné, ça dérape. Vous voyez, puisqu'il n'y a pas moyen de se défendre, il n'y a pas moyen de se protéger, puisque l'autre est convaincu de la transparence. Or, de la personne qui est en face de lui. Mais voyez bien, ce qui est absolument incroyable, c'est que ce mari jaloux, vous l'avez compris, il va rendre la vie de sa femme tellement impossible qu'elle va finir par partir. Elle va finir par aller voir ailleurs. Donc, il aura la confirmation de ce qu'il pensait. Autrement dit, la paranoïa crée ce qu'elle craint. Vous voyez ? Elle crée ce qu'elle craint. La passion douloureuse qu'est la crainte, la passion douloureuse de la peur, produit dans le réel très précisément ce qui suscite la peur.
On comprend alors que la structure de pensée paranoïaque qu'on retrouve donc dans les théories du complot, ce sont des structures de pensée qui sont très attachées à l'idée d'une réalité alternative. Il y a une autre réalité. Il y a la réalité qui est la tienne, il y a celle dont parle... alors, soyons à l'époque de la chasse aux sorcières, vous voyez, il y a celle dont parle celui qui est à la tête du bourg, il y a la réalité dont parlent peut-être les savants, qui me dit, je sais pas quoi, mais je les connais pas d'ailleurs, les savants. Il y a peut-être même la réalité de l'Église, mais moi je sais mieux que tous ces gens. Parce que moi j'ai affaire à la réalité que mon esprit parvient à éclairer. Alors c'est pas leur réalité, c'est une réalité alternative, mais qui n'est pas moins réelle que la leur. D'ailleurs, qui possède même peut-être une dimension de réalité bien supérieure. Puisque la différence entre moi et eux, c'est que moi, je suis dans la vérité. Je détiens la vérité. Et une vérité irréfutable. Qui ne désire pas avoir une vérité démontrée? Moi, je l'ai. Tout vient démontrer ma vérité. Et vous voyez d'ailleurs que c'est une structure de pensée qui fait l'un... Alors, on va y revenir, on va développer ça. Pour l'instant, je décris de l'intérieur. Il faut commencer par là pour voir comment ça marche. Et après, on va regarder ce qui s'oppose à ça. Hein. C'est une structure de pensée, si vous voulez, c'est comme si je partais de la conclusion et pour ensuite élaborer tout ce qui vient établir la conclusion. Vous voyez, je ne pars pas du problème. Là, je suis dans un monde où il n'y a pas de problème. Pour le complotisme, il n'y a pas de problème. C'est un réel sans problème. Puisque ce qui fait le problème, pour un scientifique, pour un philosophe, ou pour quelqu'un qui a la tête sur les épaules, comme on dit, celui qui n'a pas perdu l'esprit, hein, qui n'est pas à côté de la raison, qui n'est pas paranoïaque, pour celui-là ou pour celle-là, le réel fait problème parce qu'il résiste. Parce que précisément, il n'est pas transparent. Parce que c'est complexe. Il y a une résistance qui suppose de faire des détours, voyez. Alors que là, dans la structure de pensée que j'évoque, le réel étant transparent, il ne résiste pas. Il est parfaitement conforme à ce que j'ai dans l'esprit. Voyez. Donc c'est un monde où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des réponses. Il n'y a que des vérités. C'est un monde de vérité absolue. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de discussion possible. Discuter, c'est chercher l'accord. Il n'y a pas besoin de chercher l'accord quand on a soi-même déjà les ressorts de l'accord légitime. On ne va pas le chercher, puisqu'on a ce qu'il faut. C'est à l'autre de se plier à moi. Il faut que tu te plies à ce que je dis. Tu dois te rendre à mes raisons. Attention, hein. J'ai dit à côté de la raison, ça ne veut pas dire que la raison a disparu. Elle est toujours là, la raison. Elle est toujours là. Mais elle est au service de la passion. Elle est assujettie. Elle a perdu son autonomie. Et alors attention, la raison, puissance. Un être humain, c'est puissant. Elle va trouver 1000 raisons, la raison, de justifier ce qu'on tient pour vrai. Donc ça, un mode de raisonnement à l'envers. On part d'une certitude absolue, et ensuite, on va chercher tout ce qui vient confirmer cette certitude absolue. Alors évidemment, il est aisé de le trouver lorsque la structure de la théorie est une structure qui très précisément s'appuie sur le fait que cette vérité, elle est cachée, mais que moi je la connais, et que tout ce qui vient s'opposer à ce que je dis vient confirmer ce que je dis. Et là, on n'en sort plus. Vous voyez, c'est un piège. C'est un piège. Alors, on pourrait se dire, une fois qu'on a compris hein, le mode de raisonnement du complotisme, une fois qu'on a compris ça, on pourrait se dire, oui, mais alors c'est apparu au XVIe siècle, bon, on est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, dans un monde imprégné de religiosité, hein, vous voyez, donc finalement, ça s'expliquerait par la toile de fond religieuse de la pensée de ces gens de l'époque. Donc il y a une toile de fond religieuse, or le religieux dit il y a un au-delà, un invisible. Cet invisible-là, il est à l'origine de toute chose, et donc le religieux a bien une théorie qu'on ne peut pas réfuter. Pas réfutable, on ne peut pas démontrer l'inexistence de cet au-delà. Donc, vous voyez, on peut avoir une espèce d'approche un peu, on va dire, ben voilà, c'est une espèce de dérivé de la foi religieuse. Une espèce, vous voyez, ça s'expliquerait comme ça. Il y a la religion prépare les esprits, une espèce de logique un peu... voilà, le diable, d'ailleurs, vous voyez, des sorcières, vous avez un arrière-fond comme ça religieux. Voilà, le diable, c'est l'ange déchu. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on voit dans les textes sacrés. D'ailleurs, les prêtres en ont parlé. Donc vous voyez, ce serait, au fond, ce serait un peu la faute des religieux. Voilà, on a trouvé. Attention, hein, parce que si on commence à raisonner comme ça, on a vite fait de devenir soi-même un peu complotiste. Et j'ai trouvé. J'ai le coupable, c'est sûr. Mais en fait, bon, celui qui dit ça, ou celui qui pense ça, en fait, révèle une très profonde méconnaissance de ce que c'est que la religion. Et d'ailleurs, comme le complotiste du XVe siècle, qui d'ailleurs, dans son esprit, se prétendait religieux, chrétien, et agir au nom de l'au-delà. Mais c'est une très profonde méconnaissance, parce que la religion, c'est vrai, parle d'un invisible, mais elle en parle en des termes qui ne sont pas ceux de la paranoïa que j'évoquais à l'instant.
Alors, mon but, c'est pas de dire que les religions ont raison ou tort, moi j'en sais rien. Moi je pense à Socrate, hein. Moi je sais que je ne sais rien, hein, c'est tout. Mais je regarde, simplement. Et j'observe qu'une pensée religieuse qui s'en tient à ses propres principes, en réalité, ne dit pas grand-chose de l'au-delà. C'est pas grand-chose. Sinon qu'il y a un au-delà. Parce que s'il y a un au-delà, cet au-delà, il est au-delà. Il n'est pas ici-bas, tu ne peux pas agir sur lui, tu ne peux pas faire des deals avec lui, tu ne peux pas t'arranger. C'est un au-delà. Donc, et dans le doute, qu'est-ce que tu fais? On pense à Pascal. Dans le doute, tu baisses la tête. Voilà, tu baisses la tête devant le Très-Haut, puis tu fais pas ton malin. Ah, donc, vous voyez, il suffit de dire ça comme ça. Il n'est pas question d'être religieux ou pas, hein, c'est pas ça, mais on sent tout de suite le rapport au réel dans le champ de la religion. C'est pas du tout un rapport qui prétend agir sur l'au-delà ou agir au nom de l'au-delà. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des rituels. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tu respectes les rituels. Voilà, la foi. Oui, mais je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans la cité et Dieu dit, mais tu n'en sais rien de ce qu'il dit, Dieu, tu n'en sais rien. Tu es théologien, tu as tout étudié, tu es des théologiens même, mais ils n'en savent rien. Donc, c'est Pascal. Donc, erreur en dessin des Pyrénées, vérité au-delà. Tu vis en Espagne, tu obéis aux lois espagnoles. Tu vis en France, tu obéis aux lois françaises, c'est tout. Donc, la République et la religion, il n'y a aucun problème. Pas de problème. Dès lors qu'on parle de la religion. Ah, si on parle d'autre chose, fanatisme, oui, ça, il y a un problème, la religion. Et oui, parce qu'un authentique religieux ne prétend pas agir au nom de l'au-delà. Autrement dit, cet au-delà dont parle le religieux, c'est invisible, ça n'a rien à voir avec le complotisme. Parce que notre complotiste, lui, tout à l'heure, lui prétendait agir au nom de l'au-delà. Lui, il sait, croit-il, ce qu'il y a au-delà de l'apparence. Il sait tout, lui, il a tout compris. Il voit les choses. Il sait que là, il y a un sorcier, une sorcière, il sait comment il faut faire, il sait tout. Pensez à Pascal, pensez à des grands textes, à la fois philosophiques. En plus, je pense à Pascal, parce que c'est un immense philosophe, mais en plus, il est religieux. Ça n'empêche pas d'être philosophe, mais justement, je ne sais pas. Voilà, et dans le doute, c'est Pascal, hein, dans le doute, tu pries, voilà, tu ne sais pas. Tu ne commences pas... Je reprends cette formule, hein, tu fais ton malin, le malin, vous avez compris, le malin. C'est le diable, le malin. Fais pas ton malin. Sois humble. Voilà. Donc notre complotiste, déjà, vous voyez, il manque d'humilité. Il n'est pas très humble. Quoi. Il a, on peut dire, un ego surdimensionné. Parce que lui, il sait. Il a tout compris, il sait. Tout est transparent, le réel est transparent. Et il n'y a pas d'opacité, il n'y a pas des parties du réel cachées dans l'ombre. Il n'y a pas des choses qui échappent à sa vision. Et rien ne doit évidemment échapper à sa volonté. Et lorsque sa volonté est prise en défaut, là encore, ça vient confirmer qu'il avait raison, puisqu'il y avait un complot. Donc évidemment, s'il y a un complot, quand j'échoue, j'ai l'explication. Évidemment. Vous voyez ? Quand j'étais étudiant, je me souviens d'une scène comme ça, un soir, avec une étudiante. Après, on était sortis, puis on était dans la rue, on rentrait chez nous. Et puis, j'étais abordé par une jeune fille qui vient, puis qui nous parle. Et elle nous dit, est-ce que vous êtes intéressé par les choses de l'esprit, etc. Et moi, j'étais étudiant en philo, alors ça a piqué ma curiosité, cette histoire. J'ai dit, bah, oui. Alors, elle nous parle un peu, puis elle nous emmène dans un lieu... alors, il y avait de la musique d'ambiance, et une salle très accueillante. Vous voyez, des livres partout. Le livre, c'est important, parce que le livre, c'est l'autorité, quoi. Donc, il y a des livres, c'est qu'on sait. Et on s'assoit, là, avec l'étudiant, puis il commence à nous expliquer des trucs. Bon, c'était une secte. Mais alors, tu commences à expliquer des choses sur la vie, comment... Des raisons, d'ailleurs. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé qu'un professeur vous dise que vous n'êtes pas excellent? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'entendre vos parents vous faire parfois des reproches? Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé d'avoir été déçu par un ami? Bon. Le questionnaire était assez intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y avait toute une série de questions comme ça. Alors l'avantage de la philosophie, c'est que, bon, ça permet de réfléchir un peu en direct, assez rapidement. Alors, la série de questions était patente. Donc, est-ce que vous voulez être heureux? Oui. Est-ce que vous trouvez que le monde est parfait? Non. Est-ce que la mort, vous avez réglé le problème? Pas tout à fait. Est-ce que vous craignez la maladie? Vous voyez, c'est une question, quoi. Bon. Et au milieu, une question.
Avez-vous des amis? Bon, puis blablabla. Avez-vous une famille? Aimez-vous l'argent? Voilà, les 3 questions. Le reste, t'as pas d'amis? T'es un peu désœuvré sur le plan familial? Et l'argent t'importe peu? Eh ben c'est bon, t'es mûr. Alors là, c'est bon, on va s'occuper de toi. Et alors, bon, pour tout vous dire, ça s'est arrêté assez rapidement parce qu'il suffisait de pointer les questions. Oui, mais alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Alors, la jeune fille avec laquelle on échangeait est devenue assez rapidement peu sympathique. Elle se lève, elle quitte la salle, elle revient, accompagnée à l'époque, j'avais 19 ans, 20 ans. Hein, elle revient accompagnée d'un homme d'une quarantaine d'années, en costume, qui s'assoit et qui nous regarde. Il y a un problème? On avait compris. Hein. Dégagez. Hein, c'est pas ça qu'on cherche. Bon. Donc, là, vous voyez, ça s'appelle, les sociologues américains ont étudié ça, les psychosociologues, ça s'appelle le love bombing. Vous prenez quelqu'un qui souffre de maux, tout le monde dans sa vie souffre de maux, des fois d'absence de reconnaissance, et vous faites du love bombing. Mais tu es extraordinaire, c'est magnifique, tes professeurs t'ont dit que tu n'étais... Mais c'est incroyable. Mais le talent que tu as n'a pas été reconnu. C'est quand même... Puis alors, vivacité d'esprit, cette clairvoyance qui est la tienne. Tes parents n'ont pas reconnu non plus. C'est assez étonnant. On va peut-être travailler ça. Alors on imagine, dehors c'est douloureux, dedans, c'est douloureux, dedans, voilà. Puis une fois que dedans tout est bien, que tout est bien, qu'on est bien, du jour au lendemain, ça va plus. Il y a un problème. Et tout s'écroule. J'allais là pour être... J'avais enfin trouvé le lieu où on répondait à mes questions. Vous voyez, et du jour au lendemain, ça va pas du tout. Tu en as conscience. Tu vas pas pouvoir rester avec nous. Hein. À moins que tu acceptes le stage qu'on va te proposer, qui coûte 3 000 €, et qui n'est pas en France, qui est dans une autre... Et c'est parti. Et une fois que le chèque est fait, mais c'est extraordinaire. Alors là, tu as fait un travail... Et c'est parti, bref, vous avez compris. On peut estimer que si la technique est bien maîtrisée, avec les ressorts comme ça, de la confirmation permanente de tout ce qui est dit, bon, le compte en banque de l'autre est rincé en quelques mois. Hein. Ça va être très rapide. Très, très rapide. C'est d'une efficacité redoutable. Hein. Le gourou, lui, roule en Ferrari à Los Angeles. Il ne le verra jamais. Vous voyez, c'est... Bon. Donc, là, déjà, il ne faut pas y rentrer. C'est ça que je veux dire. Une fois qu'on est dedans... Alors, je prends ça, hein, mais je prendrais un système politique totalitaire, c'est pareil. Hein. Je veux dire, mais avec une dimension, évidemment, bien plus meurtrière. Hein. Une fois que je rentre dans la structure de pensée, pour en sortir, c'est très compliqué. Surtout si c'est une structure un peu mafieuse, parce que là, c'est pas... tu sors de là, ça veut dire que tu vas sortir de la vie assez rapidement. Hein. Pensez aux structures de pensée nazies ou des choses comme ça, où là, vraiment, ça tombe comme une chape de béton, et toute la société devient paranoïaque. Hein. Ils sont partout, les ennemis sont là. Et c'est à l'intérieur des familles que chacun commence à contrôler chacun. Vous voyez, à l'intérieur des salles de classe, que tout le monde commence à contrôler chacun. Hein, le professeur n'est plus là pour cultiver ses élèves, mais il est là pour vérifier que chacun pense bien comme il faut penser. Et donc, il a le sentiment qu'il a le pouvoir. Et puis un jour, il y a un élève qui est absent. Alors, il se dit qu'il va signaler cette absence. Enfin, s'il signale cette absence, il risque de s'entendre dire, mais l'absence de qui? Mais il n'a jamais existé. Cet élève dont tu parles, il n'a jamais existé. Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Tu dis, mais il n'a jamais existé. La vérité alternative, hein. Il n'a jamais été là. Bon, d'ailleurs, lui et sa famille, ils ont brûlé dans un bain d'acide la nuit précédente. C'est réglé, on n'en parle plus. Ils ont disparu des fichiers, ils ne sont plus nulle part. Donc, si tu dis qu'ils ont existé, tu es déjà en train de résister. Donc, je ne signale pas son absence. Oui, mais si je ne signale pas son absence, c'est que cet élève était un opposant qui a quitté le pays. Je me fais complice d'un opposant. J'étais en train de décrire quelqu'un qui était à la tête d'une classe et qui avait le pouvoir, et il réalise d'un seul coup que ce n'est pas lui qui a le pouvoir, c'est ses élèves. Parce que peut-être qu'il est là pour être contrôlé par l'autre. Structure de pensée paranoïaque. Et lorsque toute la société est prise comme ça, c'est la guerre. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Comment on en sort? Comment on sort de ça? Donc, le détour par la religion, c'est trop facile.
Parce que si on pense ce qu'est le sentiment religieux, on le prend sérieusement. Il ne s'agit pas d'être religieux, vous avez compris. Je n'en sais rien. Voilà. Mais si je prends au sérieux la structure de pensée religieuse, ce n'est pas une structure de pensée paranoïaque, en fait, puisqu'on pose un au-delà, mais un au-delà que précisément on ne prétend pas atteindre véritablement. Enfin, ou alors quelle présomption, hein, quelle présomption. Alors que là, ce qu'on est en train de décrire dans la théorie complotiste, c'est qu'il y a une espèce de... Vous voyez, c'est un esprit qui prétend tout maîtriser, mais il craint... Enfin, il dit qu'il a des craintes, parce qu'il y a un complot, mais il a surmonté tout ça, lui, il sait. Vous voyez ? Donc c'est pas du tout ce qu'on trouve dans... Alors on trouve ça dans des dérives religieuses, oui, évidemment. Mais on trouve ça, je l'évoquais, dans des dérives politiques. On trouve ça dans toute dérive de l'esprit qui se laisse happer par une structure de pensée paranoïaque. On est bien d'accord. Mais une pensée politique peut ne pas relever de la théorie du complot. Une religion, évidemment, et d'ailleurs c'est peut-être sa nature, peut ne pas relever de la théorie du complot. Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher. Alors maintenant, si on en vient, à partir de ce que je viens de dire, à notre monde, c'est le présent. On observe des similitudes, malgré tout. La similitude, je le disais, c'est réalité alternative, fake news, structure de pensée toujours confirmée. Vous voyez, je commence à dire, bon, on nous a dit qu'il s'est passé ça, mais le fait qu'on nous l'ait dit semble indiquer qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. De toute façon, moi, j'ai quand même l'idée qu'il y a un complot. D'ailleurs, les scientifiques, oui, mais enfin, les scientifiques eux-mêmes, c'est pas trop... Ils disent ça, mais peut-être qu'ils sont au service de laboratoire. Enfin, alors, c'est vrai qu'au moment de l'épidémie là qu'on a tous subi, hein, il y a eu comme une espèce de moment un peu... C'est vrai que là, pour les complotistes, c'est paradis. Hein. Là, vraiment, il y a un boulevard. D'un seul coup, on peut dire tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, personne ne sait expliquer ce qui se passe. Et d'ailleurs, les scientifiques eux-mêmes étaient pris dans une espèce de situation compliquée pour eux, parce qu'on leur demandait des réponses, et alors, il n'y en avait pas deux qui étaient d'accord. Alors, assez rapidement, bon, alors, en tout cas, moi, je sais. Il y a bien quelqu'un, quelque part, qui, lui, a la clé, qui permet d'éclairer la chose. Et à ce moment-là, une fois que j'ai la clé... Vous avez compris comment ça marche. Hein. Une fois que j'ai la clé, que j'ai la certitude, je reviens vers ce qui circule et tout vient confirmer. Ça y est, et puis là, c'est le piège. Je ne peux plus en sortir. Je suis pris dans l'autoconfirmation permanente de ce que je dis. Alors, on pourrait envisager, peut-être, au premier abord, hein, quand on réfléchit comme ça, que, de même que tout à l'heure, on pouvait se dire que la religion était peut-être pas étrangère à ce mode de pensée. Bizarrement, peut-être que la science pourrait ne pas être totalement étrangère à ce type de pensée. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que la science, elle a un point commun avec la religion. Et il y a un point commun. Hein. D'ailleurs, Auguste Comte vous dit que le moment religieux, c'est une étape dans l'évolution de l'esprit qui va vers la science. On commence par tout expliquer par des forces divines. Après, ça c'est le moment religieux. Après, on explique par des principes absolus. Alors là, c'est de la métaphysique, là, c'est les philosophes. Et puis après, on explique grâce à des lois. Et là, on est chez Galilée. Voilà. Là, on est dans la science. Mais ce que dit Auguste Comte, et là, ce qu'il dit, c'est judicieux, hein, c'est que avant de dire les phénomènes qui m'environnent s'expliquent grâce à des lois. Bon, avant de dire ça, il faut déjà avoir l'idée que ce qu'on voit s'explique par ce qu'on ne voit pas. Parce que personne n'a jamais vu une loi. Non, mais je vous soumets quand même... Personne n'a jamais vu de loi. Hein. Je veux dire, la loi de la gravitation de Newton, vous voyez le phénomène qui tombe, mais vous ne voyez pas la loi. La loi, vous la pensez. Si vous êtes scientifique, vous allez penser qu'elle tombe, cet objet tombe, parce qu'il y a une attraction exercée sur lui par un corps, et que les corps, c'est tout. C'est pour ça que c'est génial, parce que c'est simple. Hein. Comme toutes les grandes théories, c'est génial. Ça s'attire. Personne n'y avait jamais pensé avant, c'est absolument génial. Ça tombe, ça s'attire. Voilà. Et donc, plus il y a de masse en présence, et plus ça s'attire. Voilà. Et puis, si j'éloigne, moins ça s'attire. Donc voilà, c'est en proportion des masses en présence et de la distance qui sépare les masses. Puis quand il y a un point d'équilibre, c'est la mise en orbite. Puis, voilà, c'est lumineux. Hein. Mais c'est lumineux, mais je ne le vois pas, ça. Ce que je vois, moi, c'est que la Lune, elle ne tombe pas sur la Terre. Ça, je le constate. Mais je ne vois pas la loi qui m'explique que la Lune, elle est partie dans le cosmos en suivant une trajectoire rectiligne, en fait, et que cette trajectoire est contrariée par une force d'attraction. Et que le point d'équilibre entre ce mouvement rectiligne et l'attraction, ça donne la mise en orbite. Mais ça, je ne le vois pas, ça. Ça, il faut que je fasse de la physique pour le penser. Donc, la science explique ce qu'on voit par ce qu'on ne voit pas. Vous voyez ? Donc, on pourrait se dire, comme la religion. Et comme la religion, on explique ce qu'on voit par ce qu'on ne voit pas. Et donc, on pourrait se dire que le scientifique, il prépare un peu le terrain du complotisme, à sa manière. Parce qu'il dit, lui, il voit.
Toi, tu vois pas, mais moi, je vois. Je vois l'invisible. Et cet invisible que je vois explique le visible. Et on pourrait se dire ça. Alors, je viens de dire, j'ai dit tout à l'heure, les complotistes, souvent, justement, attaquent tout le monde, y compris les scientifiques. Mais oui, mais il y a dans le complotisme une exigence de vérification. Vous voyez, c'est une autoconfirmation permanente. Donc, ce qu'ils attaquent dans leur discours, c'est la personne. Vous voyez, c'est ce scientifique. C'est pas la science. La science, oui, mais la science, mais le scientifique qui parle, lui, c'est autre chose. Lui, il est au service de forces, je sais pas, de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens derrière, je sais pas, il y a le marché, il y a un truc derrière qui va expliquer ce qu'il fait. Et moi, je le vois. Alors, si je le vois, il ne faut pas essayer de me dire le contraire, parce que moi, je l'ai vu, hein, j'ai compris. Donc, il n'est pas contradictoire d'attaquer les scientifiques, au premier abord, hein, parce qu'on va voir que ce n'est pas ça, en fait. Mais au premier abord, il n'est pas contradictoire d'attaquer les scientifiques et peut-être d'inscrire sa pensée dans quelque chose qui pourrait dériver d'une sorte d'approche scientifique. L'invisible expliquant le visible. Voilà, donc il y a des lois que je ne vois pas, ça explique ce que je vois. Bon, il y a un complot que je ne vois pas avec mes yeux, mais que je vois avec mon esprit, et ça explique ce que je vois. Je vois bien que les choses ne se produisent pas comme elles devraient se produire. Et je me dis que c'est quand même pas normal que ça se produise comme ça, sauf à envisager ce complot invisible que moi je vois, comme un scientifique voyant la loi de l'attraction, sauf à envisager ce complot qui explique ce que j'ai sous les yeux. Voilà, donc finalement, la science sera un peu responsable, et puis la technique. D'ailleurs, vous avez noté tout à l'heure, je vous faisais la remarque que la chasse aux sorcières est apparue au moment où la science est balbutiante. Bon, c'est encore l'esprit religieux qui tient les esprits, mais la science est balbutiante, mais malgré tout, elle commence à naître. Et je vous ai remarqué que ce qui a favorisé la chasse aux sorcières, c'est l'invention de l'imprimerie. C'est-à-dire les livres imprimés ont fait circuler les choses beaucoup plus aisément, et dans ce qui circulait, il n'y avait pas que le doute méthodique de Descartes. Au XVIIe siècle, il y avait aussi tous les ouvrages de démologie, tous ces trucs qui circulaient, et ça a accentué. Alors, des fake news, si vous voulez, des ouvrages portant... Et c'est amusant de constater que pour nous, la place de l'imprimerie, c'est Internet, mais Internet qui démultiplie la possibilité de faire circuler l'information. Donc, passer par la chasse aux sorcières, ça présente un avantage, c'est que c'est pas Internet qui explique, voilà. Mais c'est l'instrument qui favorise la circulation. Vous voyez, ça favorise, évidemment, comme l'imprimerie favorisait la circulation déjà de théories complotistes dès le XVe siècle. Le livre qui expliquait ce qui te permet de voir Satan là où les autres ne le voient pas. Donc là, maintenant, c'est sur Internet, les réseaux, les choses qui circulent, voilà, je vais t'expliquer, alors il y a telle entreprise derrière qui manipule ça, on nous dit, on nous cache, etc. Donc finalement, les coupables, si on raisonne comme ça, c'est un peu la science qui habitue l'esprit à essayer de regarder du côté de l'invisible pour expliquer le visible, et un peu la technique, en l'occurrence ici Internet, qui dans le fond n'est rien d'autre qu'une science appliquée dans le système informatique, procède d'un progrès scientifique aussi. Bon, alors, ça marche pas non plus. Vous voyez, tout à l'heure je disais, il ne faut pas regarder du côté de la religion, parce que du côté de la religion, on ne trouve pas l'explication. Un authentique religieux, lui, il ne voit pas des complots. D'ailleurs, il ne voit rien. Donc, il dit, il y a une foi, la foi, et puis la foi, ce n'est pas une croyance en plus. Donc, de toute façon, c'est une expérience du point de vue de celui. C'est la nuit de feu de Pascal. La nuit de feu. La foi, elle tombe dessus, la foi. Vous voyez, la croyance pour un religieux comme Pascal, c'est un truc d'intello, quoi. Toi, tu veux des croyances, du savoir et tout. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai une expérience. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que la République considère par la laïcité que la religion n'est pas à combattre, évidemment. Simplement, il faut articuler les choses pour qu'elle trouve sa place. Pas du tout. Évidemment, on va commencer à combattre les expériences que les uns ou les autres font. Rentrer dans un système, on ne peut pas le faire. Donc la religion n'est pas en première ligne, mais la science non plus, en fait. Parce que, vous voyez, j'ai décrit la science comme quelque chose qui pourrait préparer, parce qu'il y a un invisible qui explique le visible, mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose de la science. Parce que si on se demande ce que c'est qu'une pensée scientifique, vraiment, comment raisonne un scientifique, un authentique scientifique? Il ne fait pas tomber du ciel un invisible qui explique le visible. C'est pas comme ça que ça marche. Regardez, on pourrait décrire la méthode scientifique très simplement. C'est ce que Claude Bernard appelle la méthode expérimentale. Vous voyez, ou Bachelard, enfin des grands épistémologues, les grands philosophes des sciences vous décrivent ça très très bien. Puis les scientifiques eux-mêmes, des fois les scientifiques ont du mal à dire ce qu'ils font, parce que la science ne se pense pas elle-même, mais les philosophes qui portent leur réflexion sur la science, qui décrivent ça très très bien. Un scientifique, si vous voulez, procède toujours en 3 temps. D'abord, il observe, mais il n'observe pas comme vous et moi en regardant comme ça.
Il observe, mais pour bien observer scientifiquement, il faut éliminer les paramètres perturbateurs, il faut construire, il faut élaborer. C'est pour ça qu'il y a des laboratoires. C'est pour ça qu'il y a des instruments. Donc l'observation scientifique est très, très, très éloignée de ce que nous appelons expérience. C'est très éloigné. Vous voyez, avec le pendule de Foucault, sans les satellites, grâce à une observation bien menée, on pouvait établir que la Terre est en mouvement. Pas besoin d'aller se balader en cosmos, pas la peine. Prenez un pendule qui fait ça. Dans la journée, le trait droit sur le sable a bougé. Si le pendule, lui, son mouvement de balancier n'a pas changé dans l'axe, ça veut dire que c'est la Terre qui a bougé. Donc pas besoin de chercher, pas besoin d'aller se balader dans le cosmos. Bon, ça c'est une observation, ça veut dire une construction. Donc un scientifique, d'abord, il construit ce qu'il voit. Pour commencer. Construit ce qu'il voit, il l'élabore. Alors, il hiérarchise, il trie. Prenons un phénomène physique très simple. Regardez comment raisonne un scientifique. Je prends la réflexion de la lumière sur un miroir. Le rayon lumineux, il heurte le miroir, il repart. Bon, vous avez un angle à l'arrivée, puis un angle au départ. Je prends cet exemple, c'est plus simple. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. C'est simple, si le miroir est bien droit. C'est un phénomène physique élémentaire. Un scientifique, il veut observer ça en laboratoire, il va falloir qu'il s'assure que le miroir est bien plat, qu'il n'y ait pas de paramètres perturbateurs dans l'air qui créent des phénomènes de réfraction qui pourraient dériver le rayon lumineux. Vous voyez, il construit. Il faut qu'il ait des instruments de mesure qui permettent de mesurer l'angle. Et puis, vous voyez, il construit. Donc, il construit tout ça. Et une fois qu'il a construit tout ça, il obtient un objet d'expérience qui est construit, élaboré. Et quand il a élaboré son objet, ben, il a le problème. Il n'a pas l'explication. C'est les non-scientifiques qui croient qu'on va au laboratoire pour avoir des explications. On ne va pas dans les laboratoires pour avoir des explications. S'il suffisait de faire l'expérience d'une chose pour la connaître scientifiquement, ben moi je me planterais tous les soirs à ma fenêtre et je regarderais le ciel, et assez rapidement je deviendrais astronome. Vous voyez? Donc ça ne marche pas comme ça. Donc pour devenir astronome, il faut d'abord construire l'objet, en l'occurrence l'objet céleste là, il faut que je construise. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois? Et par quels moyens tu vois ce que tu vois? Est-ce que tu es sûr que tu as bien vu? Parce que sinon, tu vas commencer à expliquer un truc qui ne correspond pas au réel. Observation. Donc l'observation n'explique pas. L'observation donne le problème, c'est-à-dire l'objet expliqué. Deuxième, alors pour l'instant, on se dit, bon, d'accord, il y a quelque chose qu'on voit en tout cas. Deuxième étape, théorisation. Alors maintenant, j'ai l'objet. Il faut que j'explique. Il faut donc que j'énonce une hypothèse, une théorie, qui va expliquer ce que je vois. Et là, je vais du côté de l'invisible. J'observe. Vous voyez, c'est les questions. Alors, la Terre, elle bouge pas, mais ça, comment... Mais ça, c'est pas une théorie, ça, c'est le fait à expliquer. Le scientifique vous dire, mais on s'en fiche qu'elle soit ronde ou pas ronde. Si elle n'était pas ronde, on aurait la question de savoir comment se fait-il qu'elle soit pas ronde. C'est tout, on s'en fiche. Et si elle est ronde, observation, la question devient, comment se fait-il qu'elle soit ronde? Mais la science commence avec, comment se fait-il? Commence pas à elle est ronde. Ça, c'est le moment de l'observation. Troisième temps, j'ai mon explication. Le troisième temps, c'est l'expérimentation. Je reviens à l'expérience et je vérifie. Et alors, justement, je vérifie. Est-ce qu'on peut vérifier une théorie scientifique? Alors, je vous soumets, écoutez, si vous avez compris ça, vous allez voir, le complotisme et la science, c'est deux univers différents. Parce que, écoutez, je vais transposer ça dans un domaine vraiment... Imaginez que je dise, j'énonce une théorie, toutes les pommes sont vertes. Je vais dans un verger, je cueille une pomme verte, 2, 3, 10, 50, 100, 1000 pommes vertes. Est-ce que j'ai confirmé ma théorie? Non. Je cueille une seule pomme rouge, j'ai démontré que ma théorie était fausse. Donc une théorie scientifique ne peut pas être vérifiée expérimentalement. Elle est invérifiable. Si je dis que la réflexion de la lumière sur un miroir s'explique par le fait que les deux angles d'incidence et de réflexion sont égaux, ben je peux prendre 10 000 miroirs, faire 100 000 expériences en faisant varier les angles en permanence. De toute façon, il y a une infinité de miroirs possibles, une infinité de rayons lumineux possibles, une infinité d'angles possibles, dans une infinité de moments possibles. Donc, la vérification n'est pas à ma portée. Mais si, dans un seul cas de figure, je trouve un angle de réflexion qui n'est pas égal à l'angle d'incidence, alors ma théorie est fausse. Donc la science ne cherche pas à démontrer qu'une théorie est vraie, elle cherche à démontrer qu'une théorie est fausse. Et c'est à ça qu'on reconnaît la science. Pour le dire encore différemment, on reconnaît une théorie scientifique à ceci, qu'elle permet, dès le départ, d'énoncer
les conditions d'expérience qui démontreraient sa fausseté. C'est ça une théorie scientifique. Raison pour laquelle il n'y a pas de théorie ayant une valeur scientifique sans qu'elle ait été publiée, sans qu'elle soit accessible à la communauté scientifique, et sans qu'elle ait été éprouvée à droite à gauche par des scientifiques qui cherchent une seule chose, c'est à la réfuter. D'ailleurs, au passage, s'ils arrivent à réfuter la théorie du collègue, c'est très bien, parce que peut-être qu'ils vont énoncer une autre théorie qui sera beaucoup plus puissante. Et d'ailleurs, si j'ai la théorie qui parvient à arriver à un niveau de corroboration un peu plus élevé, peut-être même je vais avoir un prix Nobel. Vous voyez, ça... Les passions sont à l'œuvre dans les sciences. Donc, elles sont à l'œuvre, mais là, de manière rationnelle. Une théorie scientifique ne se reconnaît pas à ceci qu'elle est vérifiable, elle se reconnaît à ceci qu'elle est réfutable. Donc, les théories du complot dont on a dit qu'elles étaient irréfutables sont précisément le contraire d'une théorie scientifique. Alors, très précisément le contraire. Donc, ça me permet de conclure sur la nature de ce complotisme. Pourquoi y croit-on? Parce qu'une fois qu'on est piégé, on ne peut pas ne pas y croire, puisque c'est toujours confirmé. Peut-être comment on l'évite? Comment on évite? Peut-être qu'il y a deux voies. Hein. On peut éviter le complotisme en se disant qu'après tout, l'invisible est inconnaissable. C'est pas mal. Autrement dit, je sais que je ne sais pas. Socrate, le temple de Delphes, connais-toi toi-même. Prends conscience de tes limites, tu sais que tu ne sais pas. C'est une bonne base. Une fois qu'on est dedans, pour en sortir, j'ai dit, c'est compliqué. Mais pour ne pas y entrer, c'est une bonne base. Et celui qui prétend savoir m'inquiète un peu. tu sais quoi? Comment? Pourquoi? Enfin bon. Deuxième élément, la science nous donne des pistes quand même. C'est une théorie qui cherche à dire le réel. On ne peut pas prétendre à l'achèvement. Il n'y a pas de vérité absolue. La science progresse par bonds successifs d'une erreur à une autre. Le progrès des sciences, c'est ça. Ce n'est pas une accumulation de vérités définitives. On passe d'une erreur à une autre erreur. Ce que Bachar appelle les ruptures. Parfois, il y a des grandes ruptures épistémologiques, grandes ruptures, tout s'écroule. Tout ce qu'on avait tenu pour vrai, et on part sur d'autres bases. D'ailleurs, je parlais de Newton tout à l'heure, prenez l'infiniment grand, ça ne marche pas. Prendre l'infiniment petit, ça ne marche pas non plus. Et hop, c'est parti. Donc, inspirons-nous de la science. Et donc, on part du fait qu'on sait qu'on ne sait pas, et puis c'est pas mal de douter. Mais en faisant en sorte que ça ne soit pas le doute qui s'empare de l'esprit. Alors ça, le complotiste, c'est ça son truc aussi. Non, il faut que ça soit l'esprit qui s'empare du doute. On pensera ici au doute méthodique de Descartes, quoi. On doute pour chercher la vérité. Vous voyez, en sachant qu'on ne sait pas. Autrement dit, le doute, il ne porte pas sur ce que l'autre me dit. Le doute porte sur ce que je dis. Sur ce que je tiens pour vrai. C'est de ce côté-là que ça se passe. Et sur cette ligne-là, ce que vous trouvez, voilà ce qui permet d'éviter d'y rentrer. C'est pour ça que je dis, une fois que c'est dedans, dialoguer avec un complotiste, par définition, c'est pas possible. Vous comprenez? Un psychanalyste vous dirait, on ne dialogue pas avec un paranoïaque. C'est pas possible. Mais une fois qu'on est dans cette veine, justement, du doute méthodique, etc., ce qu'on découvre, c'est les vertus de l'esprit critique. Parce que l'esprit critique, ça ne consiste pas à dire le contraire de ce que l'autre dit. L'esprit critique, ça ne consiste pas à dire qu'on n'est pas d'accord avec une thèse. L'esprit critique, ça consiste à examiner librement ce dont il est question. Lorsque Kant écrit la critique de la raison pure, son objet, c'est pas de dire que la raison ne vaut rien. Son objet, c'est d'examiner librement la capacité qu'a la raison de s'élever par elle-même à une science. Il s'agit donc d'un libre examen. Donc, en fin de compte, à l'aliénation de l'esprit du complotiste, il faut opposer, comme toujours, une exigence très républicaine de la liberté. Et je vous remercie de votre attention.